Je savais que ma famille ne me voyait pas vraiment, mais rien ne m'avait préparé aux paroles de ma mère ce soir-là. Elle s'est adossée à sa chaise, le regard froid, et m'a dit « N'attends rien de nous ». Mon frère a souri, comme s'il attendait de me voir craquer. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée immobile, même si l'atmosphère s'est oppressée. Le silence avait quelque chose de différent, comme si quelqu'un d'autre en avait enfin assez entendu. Et juste au moment où maman pensait qu'elle allait s'assommer lentement et délibérément, tout a basculé, même si aucun d'eux ne s'en rendait encore compte. Je m'appelle Rebecca, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le silence était la meilleure façon de survivre dans ma propre famille. J'ai grandi dans une petite maison à Seattle, aux murs fins, aux attentes pesantes et à l'affection rationnée. Maman disait qu'elle nous traitait tous de la même façon, mais même enfant, je voyais bien le déséquilibre. Mon frère Daniel avait droit aux plus grosses parts de gâteau, aux chaussures les plus neuves, aux compliments les plus appuyés. Je n'avais que les miettes. J'ai appris très tôt à ne pas trop demander. Quand Daniel voulait quelque chose, une sortie scolaire, une nouvelle veste, maman faisait tout pour l'obtenir, quel qu'en soit le prix. Quand j'avais besoin d'aide pour mes dossiers d'inscription à l'université ou d'un moyen de me conduire à mon travail à temps partiel, la réponse était généralement « Tu es assez grande pour te débrouiller ». Alors, je me débrouillais. Je travaillais tard, j'économisais le moindre sou et je me disais que l'indépendance était une fierté, pas une contrainte. Grand-père était la seule exception. Il était constant, patient et ne m'a jamais donné l'impression de devoir m'aimer. Sa maison sentait toujours le pain et les vieux livres. Et à chaque fois que je venais le voir, il souriait et disait « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Assieds-toi. Raconte-moi tout. » Je ne lui racontais pas tout, bien sûr, mais il écoutait les bribes que j'osais partager. En grandissant, ce favoritisme ne s'est pas estompé. Il s'est accentué. Maman parlait de Daniel comme s'il était le soleil autour duquel nous gravitions tous. Elle payait ses factures impayées, se portait garante. Ses baux lui permettaient de se sortir des problèmes qu'il avait lui-même créés. Je gardais mes distances, travaillant dans l'administration en ville, me faisant discrète, vivant modestement car je ne voulais jamais dépendre d'eux. Mais le déséquilibre devint impossible à ignorer. Les petites remarques s'accumulaient. Des blagues sur le fait que Daniel serait celui qui porterait le nom de famille. Des allusions à ma discrétion lors des prises de décision. Même pendant les fêtes, je me sentais comme un meuble présent, utile mais invisible. Pourtant, je continuais d'y aller. C'est ce qu'on fait quand on espère qu'un jour une famille vous choisira à nouveau. Quand grand-père nous a tous invités à un dîner d'hiver chez maman, j'ai cru que c'était juste une réunion de famille comme une autre. Il était fatigué ces derniers temps, plus lent, et comptait davantage sur moi pour les visites chez le médecin et les courses. J'ai supposé qu'il voulait simplement que nous soyons tous réunis pour nous sentir à nouveau proches. Mais quand je suis entrée dans la salle à manger ce soir-là, une atmosphère pesante s'est installée, comme si chacun connaissait déjà un discours que je n'avais pas reçu. Je ne me doutais pas que ce qu'ils allaient dire allait tout changer. Au moment où le dîner commençait, la tension dans la pièce était palpable. Maman se déplaçait autour de la table avec l'assurance de quelqu'un qui pensait déjà être maître de la soirée. Daniel, affalé dans son fauteuil, faisait défiler son téléphone, sans presque adresser la parole à personne. Grand-père était assis tranquillement au bout de la table, les mains jointes, le regard plus perçant qu'un instant auparavant. Je pris place près de lui, le seul endroit où je me sentais un tant soit peu en sécurité. Les banalités s'éteignirent rapidement. Maman apporta le repas, posa les assiettes avec un peu trop de force, puis s'éclaircit la gorge comme si elle se préparait à un discours répété. Je sentis mon estomac se nouer. Elle avait cette expression, celle qu'elle arborait avant d'annoncer une décision qu'elle attendait de tous sans discussion. Elle commença à lever son verre. Je crois qu'il est temps de parler de l'avenir de notre famille. Daniel se redressa, soudain intéressé. Grand-père ne bougea pas. Je restai silencieuse. Maman se lança dans une longue explication sur la responsabilité et l'importance de maintenir l'ordre, des mots qu'elle aimait employer quand elle voulait dire en réalité « contrôle ». Elle parlait des décisions financières à long terme de la Chambre, tandis que Daniel hochait la tête comme un politicien faisant semblant de comprendre un projet de loi qu'il n'avait pas lu. Puis elle me regarda droit dans les yeux. « Rebecca », dit-elle d'un ton presque ennuyé, « nous avons convenu que ton frère s'occuperait de tout à partir de maintenant. » Je clignai des yeux, répétant chaque phrase d'une voix égale. Elle haussa les épaules. « C'est le plus stable, le plus dévoué à la famille,
Alors oui. Daniel eut un sourire narquois, le coin de ses lèvres se relevant comme celui d'un enfant à qui on aurait donné le cadeau d'anniversaire d'un autre. Je sentis l'humiliation me brûler la poitrine, mais je gardai mon expression impassible. Il aimait quand je réagissais. Maman aimait ça encore plus. Je croisai les mains sur la table. Et moi? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Maman n'hésita pas. N'attends rien de nous. Comme ça. Froide, définitive, prononcée sur le même ton que celui qu'on utilise pour dire « passe-moi le sel ». C'était le genre de phrase qui ne résonne pas, qui transperce. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Daniel se laissa aller en arrière, satisfait. Maman ajusta sa serviette comme si elle venait de rayer une tâche de sa liste. Quant à moi, je restais assise là, sentant ce poids familier peser sur mes côtes. J'avais entendu 1000 versions subtiles de ce message toute ma vie. Mais l'entendre à voix haute, en public, c'était comme être effacé en direct. J'inspirais lentement et profondément par le nez, et je gardais mon calme. Un calme qui n'avait plus rien d'un échec. Un calme lucide. Un calme comme si quelque chose en moi s'était enfin mis en place. Je jetai un coup d'œil à grand-père, m'attendant à de la compassion. Ce que je vis fut tout autre chose. De la reconnaissance, de la concentration, et une déception sourde et latente, non dirigée contre moi. Il remua légèrement sur sa chaise, mais suffisamment pour que je comprenne qu'il n'allait pas laisser passer ça. Et sans le savoir, maman venait de franchir la limite qui allait tout lui coûter. Le reste du dîner se déroula comme si de rien n'était, du moins pour eux. Maman continuait de parler des projets de Daniel. Daniel n'arrêtait pas de se vanter de choses qu'il n'avait pas accomplies, et je restais assise là, laissant leurs voix se fondre dans un brouhaha insignifiant. Mais sous ce silence apparent, quelque chose en moi changeait doucement, inexorablement, comme la glace qui craque lentement dans les profondeurs. Quand je me suis excusée pour aller débarrasser la cuisine, maman m'a suivie. Elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue réaffirmer sa décision. « Tu n'es pas contrariée, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, coupant court à la question avec une fausse sollicitude. « Enfin, tu es indépendante. Tu te débrouilles toujours toute seule. » Voilà, encore ce même compliment déguisé qui signifiait « tu ne comptes pas autant ». Je me suis essuyé les mains avec un torchon. « J'ai entendu ce que tu as dit. » Elle a paru soulagée, comme si j'avais enfin accepté ma place. Tant mieux. C'est mieux ainsi pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire elle, c'est-à-dire Daniel, jamais moi. Derrière elle, Daniel, les bras croisés, était appuyé contre l'encadrement de la porte, observant la scène comme un spectateur d'un spectacle qui, à ses yeux, était déjà terminé. « Ce n'est rien de personnel, Rebecca, a-t-il dit. C'est évident. Tu n'as besoin de rien. » J'ai croisé son regard pour la première fois ce soir-là. « Peut-être pas, ai-je murmuré. » Il a froncé les sourcils, déconcerté par mon absence de résistance. Maman a fait un geste de la main pour congédier la conversation et est retournée dans la salle à manger. « Finissons le dessert, a-t-elle dit. Papa veut me parler avant de partir. » Grand-père, le seul nom dans cette maison qui ne me faisait pas grimacer. Je suis rentrée dans la pièce et l'ai trouvé assis exactement à la même place. Mais maintenant, il me fixait avec une intensité qui m'a fait battre le cœur plus fort. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas du choc. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, une décision qui se dessinait. Il a porté la main à sa poche, puis s'est arrêté quand maman et Daniel sont revenus. Sa main s'est posée sur la table, ses doigts tapotant légèrement, une habitude qu'il avait lorsqu'il réfléchissait à quelque chose de sérieux. Maman s'est assise à côté de lui et lui a tapoté le bras, du ton doux qu'elle réservait au moment où elle voulait qu'il soit d'accord avec elle. « Papa, on discutait justement du fait que Daniel devrait prendre les rênes. Il est temps d'officialiser les choses. » Daniel se redressa fièrement. Grand-père cessa de tapoter. Il leva les yeux vers maman. « Ah bon ?» Elle ne remarqua pas le changement dans sa voix. Elle continua de sourire. « Oui, Rebecca comprend. Elle sait qu'elle n'a besoin de rien de nous. » Mon souffle se coupa. Les tapotements s'arrêtèrent aussi. Grand-père inspira lentement, ses yeux s'assombrissant, non pas par l'âge, mais par la prise de conscience. Je sentis la pièce basculer presque imperceptiblement. Quelque chose se préparait,
quelque chose que ni maman ni Daniel ne voyaient au loin. Tandis que la conversation reprenait son cours, je vis la main de grand-père glisser subtilement vers sa poche, vers l'enveloppe qu'il avait failli sortir plus tôt. Sa mâchoire se crispa, ses épaules se redressèrent, et pour la première fois de la soirée, la confiance de maman vacilla légèrement, comme une bougie prise dans un courant d'air. Elle ne le savait pas, mais le sol sous ses pieds commençait déjà à se fissurer. Et tout ce qu'elle avait fait, c'était lui donner une raison de plus de le laisser faire. Grand-père ne parla pas tout de suite. Il restait assis là, les yeux rivés sur maman d'une manière qui rendait la pièce plus petite, plus oppressante. Les tapotements de tout à l'heure avaient complètement cessé, remplacés par un silence plus lourd que n'importe quelle voix. Je connaissais ce silence. C'était le même qu'il avait à l'hôpital quand un médecin s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. Cela signifiait qu'il n'écoutait plus. Maman ne s'en aperçut pas. Elle se resservit du thé, fredonnant comme si la soirée se déroulait exactement comme prévu. « Papa, on devrait régler ça ce soir, » dit-elle. « Daniel et moi en avons discuté. Tout se passera mieux une fois les papiers à jour. La maison, les économies, les comptes. Il est temps que Daniel prenne les choses en main. » Daniel se redressa sur sa chaise. « Je m'assurerai que tout soit réglé. » La voix de grand-père était basse. « Réglé. » Daniel sourit. « Oui. » Grand-père se pencha légèrement en arrière, l'observant. « Et Rebecca ?» demanda-t-il d'un ton faussement désinvolte. Maman soupira d'agacement. « Papa, on a déjà parlé de ça. Rebecca n'a besoin de rien de la famille. Elle a toujours été indépendante. Elle le sait. » Elle se tourna vers moi, attendant mon approbation. « Bien sûr. » Je ne répondis pas. Non pas que je ne sache pas quoi dire, mais parce que je craignais que toute réponse ne brise la tension palpable qui régnait dans la pièce. Un pressentiment me disait que ce moment n'était pas celui de ma voix. C'était celui de grand-père. Il posa les deux mains sur la table et s'éclaircit la gorge. Le léger grincement de sa chaise sur le sol fit s'interrompre Daniel, au milieu d'un sourire en coin. « Je crois, » dit grand-père lentement. « Il est temps que je parle. » Maman esquissa un sourire forcé. « Bien sûr, papa. Vas-y. On sait que c'est difficile pour toi. » Grand-père serra les dents. Vous n'imaginez pas à quel point. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une épaisse enveloppe, couleur crème, scellée, usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée maintes fois. Il la déposa sur la table avec un bruit sourd, mais plus fort que tout le reste de la soirée. Daniel plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Grand-père me regarda d'abord si longtemps que ma gorge se serra, puis se tourna vers eux. « Ce qu'il a dit est la vérité. » Le sourire de maman vacilla légèrement. « Papa, de quoi parles-tu » Grand-père fit. Glisser l'enveloppe vers le centre de la table. « Avant de parler des mises à jour administratives, je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de faire semblant d'avoir le contrôle sur quoi que ce soit. » Daniel ricana. « Allez, grand-père, assieds-toi. » Grand-père rétorqua sèchement. Daniel se rassit. Grand-père ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile de papiers, documents, relevés bancaires, relevés d'épargne. Pas de dossier détaillé, juste des preuves. De quoi glacer le sang de maman dès qu'elle est reconnue. J'ai passé l'année dernière à vérifier tout ce que grand-père a dit. Chaque paiement, chaque dollar envoyé pour subvenir aux besoins de ma petite fille. Il fixa maman droit dans les yeux. Et tout ce que tu as pris. La main de maman tressaillit. Papa, ce n'est pas ça. Sa voix claqua comme un marteau. Tu m'as dit que Rebecca n'avait jamais encaissé l'argent que je lui avais envoyé pour ses études. Tu m'as dit qu'elle avait refusé l'aide. Qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas de mon argent. Daniel se redressa, soudain incertain. Grand-père poursuivit, d'une voix ferme et impitoyable. Tu as dit que Rebecca s'en fichait de ne rien vouloir avoir à faire avec ce que je lui avais donné. Et là, il brandit un relevé. C'est la liste de tous mes dépôts. Et voici une autre feuille, avec tous les virements que tu as effectués à Daniel avec cet argent. Daniel resta bouche bée. Quoi? Maman, de quoi parle-t-il? Maman pâlit. Papa, attends. Je peux expliquer. Il n'y a pas d'explication. Il désigna les papiers. Tu as volé ta propre fille.
J'ai eu un pincement au cœur. Je savais que maman préférait Daniel. Je savais qu'elle avait caché des choses, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Grand-père se tourna vers moi et son expression s'adoucit légèrement. Tu étais censé avoir assez pour finir tes études confortablement. Je t'ai donné de quoi payer les livres, le logement, la nourriture, et pourtant tu faisais des doubles journées. Tu sautais des repas. Sa voix tremblait. Tu pensais être un fardeau. J'ai dégluti difficilement. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Elle ne me l'a jamais dit. Il hocha la tête, les yeux sombres de douleur. Je sais que tu ne l'as pas fait. Daniel se leva d'un bond. Maman, tu as dit de t'asseoir. Grand-père répéta plus fort cette fois. Daniel obéit aussitôt. Grand-père se redressa en s'appuyant sur sa canne. La pièce se figea. L'air lui-même semblait immobile. Tout à l'heure, dit-il en regardant maman, tu as dit à Rebecca de ne rien attendre de toi. Les lèvres de maman s'entr'ouvrirent. Papa, je ne voulais pas dire. Il leva la main. Bien. Le mot planait comme une lame. Bien. Il répéta sa voix, s'élevant avec une autorité telle que les murs semblaient vibrer, car désormais, tout lui revenait. Le visage de maman se décomposa, comme si une pierre lui était tombée sur la poitrine, et le choc se propagea. Papa, non. Non, tu ne peux pas, balbutia Daniel. Grand-père, ce n'est pas juste. Et moi? Et toi? Grand-père se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Tout ce que je t'ai donné, tu l'as gaspillé. À chaque occasion, tu as dilapidé tout, et ta mère Y a encouragé. La mâchoire de Daniel se crispa. Je ne savais pas que l'argent était à elle. Tu n'as pas demandé, rétorqua grand-père. Parce que tu ne t'es jamais soucié de savoir d'où il venait. Seul comptait le fait qu'il vienne. Maman s'agrippa au dossier de sa chaise, la respiration saccadée. Papa, s'il te plaît, parlons-en en privé. On va en parler maintenant, dit grand-père. Devant toute la famille, devant Rebecca, parce que ce n'est pas une négociation. Il sortit une deuxième enveloppe, plus fine, impeccable, fraîchement scellée. Voici mon testament mis à jour, dit-il. Maman secoua violemment la tête. Papa, non. Daniel doit grandir, dit grand-père. Et tu dois assumer les conséquences de tes choix. Il posa l'enveloppe juste devant moi. Mes mains tremblaient tandis que je la regardais, trop abasourdie pour la toucher. Rebecca, dit grand-père doucement. Tu as été la seule à me témoigner de la gentillesse sans rien attendre en retour. Tu m'as accompagnée à mes rendez-vous. Tu es restée avec moi quand j'étais fatiguée. Tu es venue me voir par affection, pas par intérêt. Il regarda maman et ajouta, « Et tu l'as punie pour ça. » Maman pleurait maintenant. Des larmes silencieuses et paniquées. Grand-père n'avait pas fini. Je lègue la maison, les économies et tout le reste à Rebecca. À compter de maintenant. Daniel renversa sa chaise. C'est de la folie. Maman, fais quelque chose. Maman attrapa le bras de grand-père. Papa, elle te manipule. Elle te monte contre nous. Grand-père se dégagea brusquement. Elle n'avait pas besoin de me monter contre vous. Vous l'avez fait vous-même. Je retrouvai enfin ma voix. Grand-père, pourquoi ce soir? Il me regarda avec un sourire triste, car j'avais besoin de voir qui vous étiez tous quand je ne parlais pas. Et ce soir, vous me l'avez montré. Il fit face à maman et Daniel une dernière fois. Rebecca resta calme. Vous deux, vous avez révélé votre vrai visage. Maman tendit la main à nouveau, désespérée. Papa, s'il te plaît. Il recula en secouant la tête. Tu lui as dit de ne rien attendre de toi. Maintenant, tu ne peux rien attendre de moi. Le silence se fit. Le choc. L'effondrement. Maman s'affaissa sur sa chaise, tremblante. Daniel fixait le sol, abasourdi, et grand-père posa doucement la main sur mon épaule. C'est fini, dit-il. Mais aucun de nous, et surtout pas maman, ne réaliserait à quel point c'était vrai que bien plus tard. Les jours qui suivirent ce dîner furent étrangement calmes, comme si le monde avait basculé, et que chacun cherchait encore son équilibre. Maman a appelé 2 fois, puis 3 fois, chaque message étant plus frénétique que le précédent. Je n'ai pas répondu. Daniel n'a pas appelé du tout.
J'ai appris par un parent qu'il avait fait le tour du quartier en se plaignant qu'on lui avait tout volé, sans jamais admettre pourquoi grand-père avait pris cette décision. Grand-père, quant à lui, semblait plus léger. Je l'ai conduit à un rendez-vous au centre-ville de Seattle, et il marchait un peu plus droit, respirait un peu mieux. Assis ensemble dans la salle d'attente, il m'a donné un petit coup de coude. « Tu as bien fait, a-t-il dit. Je n'ai rien fait, ai-je répondu. Il a secoué la tête. Tu es resté digne. C'est plus difficile que de se battre. Plus tard dans la semaine, nous avons rencontré un avocat pour finaliser les documents qu'il avait déjà préparés. Pas de signature solennelle, pas de grandes annonces, juste la confirmation discrète que tout ce que maman et Daniel pensaient contrôler ne leur appartenait plus. Grand-père n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air soulagé. En sortant du cabinet, l'air d'hiver était plus vif, plus pur. Nous sommes restés un instant sur le trottoir, à regarder la circulation. Tu sais, m'a-t-il dit, être aimé ne devrait pas ressembler à une mendicité. J'ai dégluti, sentant un poids se relâcher dans ma poitrine. J'espérais sans doute qu'ils changeraient. Ils ne changeront pas, a-t-il dit doucement. Mais tu peux choisir autrement. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Même maintenant, quand je repense à cette nuit, je ne me souviens ni du choc ni des cris. Je me souviens du moment où grand-père a posé sa main sur mon épaule. La certitude tranquille que je n'étais pas invisible, après tout. Perdre ma famille, telle que je la connaissais, a été douloureux. Mais découvrir la vérité libère quelque chose en moi. Parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle se lève lentement, s'éclaircit la gorge et parle pour vous quand vous êtes trop épuisé pour lutter. Si cette histoire vous parle, partagez vos impressions ci-dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Vous n'êtes pas seul.